La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, déclare à Euronews lors d'une interview exclusive qu'elle n'est pas candidate aux prochaines élections françaises. L'ancienne ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy a été la première femme à diriger une économie du G7 et à guider la France pendant la crise financière de 2008. La semaine dernière, Christine Lagarde déclarait aux médias français qu'une voix européenne forte devait se faire entendre lors de ces élections et n'excluait pas de quitter la BCE avant octobre 2027. La présidente de la BCE déclare à Euronews que bien qu'elle ne soit pas candidate, elle continuerait à défendre les idéaux européens. I'm not a candidate for anything, but I'm very keen that Europe is protected, that Europe is the framework within which member states operate, including France. Ces déclarations interviennent à la suite de nouveaux rebondissements dans la campagne présidentielle française. Cette semaine, Marine Le Pen déclarait qu'elle avait toujours l'intention de se présenter à la présidence malgré sa condamnation en appel pour détournement de fonds européens. Le Pen critique depuis longtemps les institutions européennes pour leurs pouvoirs supranationaux et prône un retour à une Europe des nations. Christine Lagarde, au contraire, s'est toujours prononcée en faveur d'une intégration européenne plus poussée. Sur le plateau d'Euronews, la présidente de la BCE aborde l'une des questions les plus controversées de l'Union, la proposition espagnole d'émission d'obligations communes. But it's pretty obvious that we also need to have a European asset which can, parallel with the US Treasury bonds, for instance. How we go about it, how the moral hazard is addressed, how it's allocated in terms of results to be decided. And I think it's great that a country like Spain, for instance, makes a proposal. Tout débat en Europe devrait avoir pour objectif de parvenir à un consensus entre les 27 États membres, ajoute la présidente de la BCE, plutôt que de se heurter à ce qu'elle a qualifié de mentalité du hors de question. Pour la deuxième Coupe du Monde consécutive, le Maroc est éliminé par la France sur le score de 2-0. Cette fois-ci en quart de finale, 4 ans après s'être incliné sur le même score en demi-finale. La défense bien organisée du Maroc a tenu bon en première mi-temps, le score restant bloqué à 0-0. À la 60e minute, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a ouvert le score, inscrivant son 8e but du tournoi et son 20e en Coupe du Monde. 6 minutes plus tard, Ousmane Dembélé a doublé l'avance. Avec très peu d'occasions offensives, le Maroc n'a cadré qu'un seul tir à la 82e minute alors qu'il était déjà mené de 2 buts. I pretty much liked everything, but my favorite was the Dembele score. And the thing I didn't like, nothing. Oh, actually, yeah, when Bono saved the penalty. But Bono is awesome, so I'll give him that, even though I'm French. I love the Moroccan team too, so. We had high hopes for Morocco. We really did. Today's a sad day for a lot of people. But Dima Maghreb. Dima Maghreb. Grâce à cette victoire, la France se qualifie pour sa 3e demi-finale consécutive de Coupe du Monde. Mardi prochain, elle affrontera le vainqueur du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique, qui aura lieu ce vendredi. Au Royaume-Uni, la succession de Keir Starmer à Downing Street semble se préciser. Après le retrait de la candidature d'Al Cairns, son dernier rival potentiel, le député Andy Burnham est désormais seul en lice pour prendre la tête du Parti travailliste. L'ancien maire de Manchester bénéficie d'ores et déjà du soutien total d'Al Cairns, qui a appelé les autres membres du Parti travailliste à se rallier à son tour. Si aucun candidat ne se déclare avant la date butoir du 15 juillet, Andy Burnham sera officiellement investi à la tête du Parti travailliste et sera dans la foulée automatiquement désigné Premier ministre. De nombreux défis attendent déjà celui qui s'apprête à devenir le 7e dirigeant britannique en une décennie. Celui-ci devra composer avec un paysage politique profondément fragmenté et instable depuis le Brexit, ainsi qu'à une économie confrontée à de fortes difficultés. C'est un sommet de l'OTAN particulièrement suivi qui vient de s'achever ce mercredi à Ankara. Après 5 ans de guerre sur le continent européen, 2 ans de tensions au Proche-Orient et une Maison-Blanche imprévisible, l'heure est venue pour l'Europe de prouver qu'elle prend sa propre défense au sérieux. Lors du Forum de l'industrie de la défense qui s'est tenu mardi, les alliés européens ont annoncé des contrats d'une valeur de 43 milliards d'euros pour la production et l'acquisition d'équipements de défense, couvrant notamment des sous-marins, des systèmes de défense antimissiles patriotes, des intercepteurs et des munitions. Le tout présenté comme la preuve que l'Alliance est sur la bonne voie de consacrer 5% de son PIB à la défense d'ici à 2035.
Parmi les annonces phares figurait la décision de l'OTAN de choisir la société suédoise Saab pour fabriquer des avions de surveillance destinés à remplacer le système aéroporté d'alerte et de contrôle AWACS, actuellement exploité avec des appareils américains de Boeing. Pour autant, la domination américaine au sein de l'OTAN est loin d'être terminée. Comme l'a souligné l'agence de consulting Rasmussen Global dans son compte-rendu sur le sommet, l'européanisation de l'Alliance ne deviendra réalité que si ses membres remplacent les moyens stratégiques de l'OTAN par des outils européens. Cela inclut, selon elle, des infrastructures militaires fondamentales pour relier les soldats et les moyens de l'ensemble de l'Alliance, notamment le code temporel par satellite, la navigation et les frappes de précision. Le sommet de l'OTAN à Ankara a été conçu sur mesure pour Donald Trump, a déclaré à Euronews Jamie Shea, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, au lendemain de la clôture de l'événement. Selon lui, le sommet s'est mieux terminé qu'il n'avait commencé, le président américain ayant déclaré que son pays resterait au sein de l'Alliance et s'engagerait à respecter l'article 5 sur la défense collective. The summit was designed, of course, to be a Trump-pleasing summit by showing that the responsibility for NATO is moving both financially and militarily onto Europe. Et les Européens sont venus avec de bonnes nouvelles pour Donald Trump. L'Europe et le Canada ont augmenté leurs dépenses de défense de 11% au cours de l'année écoulée, avec 250 milliards de dollars supplémentaires consacrés au budget militaire au cours des 2 dernières années. Les 32 États membres de l'OTAN se sont également engagés à consacrer 5% de leur PIB à la défense d'ici à 2035. Mais pour Jamie Shea, la route vers une défense collective efficace est encore longue. The US Secretary of War, Pete Hegseth, announced a number of significant reductions in US contributions to the NATO full structure. You know, only 1 aircraft carrier now instead of 2, 1 strategic bomber instead of 2, far fewer drones, far fewer fighter aircraft. And Europe has had to scramble to sort of find in its own arsenals those capabilities to replace the US. Bien que les États-Unis continuent d'assurer la dissuasion nucléaire pour l'Europe et restent au sein de la structure de commandement, Jamie Shea affirme que les Alliés s'orientent vers un OTAN 3.0, une alliance dirigée, financée, dotée de ressources et gérée par les Européens, qui seront en première ligne. Les États-Unis ont approuvé la vente de missiles de croisière Tomahawk à longue portée à l'Allemagne. C'est ce qu'a annoncé le chancelier Friedrich Merz. À ce jour, il n'existe aucune alternative de fabrication européenne offrant une portée et des capacités de frappe similaires, ce qui rend l'Allemagne ainsi que d'autres pays de l'UE dépendants des États-Unis. Ces armes serviront à combler un manque stratégique de longue portée en attendant que l'Europe développe son propre système de missiles souverains. Wir haben zudem am Rande des NATO-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden. Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren. L'Allemagne considère les missiles de croisière à longue portée comme un pilier de sa stratégie de dissuasion face à la Russie. Principalement tirés depuis des sous-marins ou des navires de guerre, les Tomahawk peuvent frapper des cibles situées à plus de 1600 km. Le chancelier n'a toutefois donné aucune précision sur le calendrier des livraisons ni sur le nombre de missiles commandés qui restera confidentiel. La colère gronde chez Volkswagen. Des milliers de salariés se sont rassemblés ce jeudi devant plusieurs usines allemandes pour dénoncer un plan social d'une ampleur sans précédent. Les syndicats promettent un bras de fer avec la direction et mettent en garde contre un conflit social majeur. Le premier constructeur automobile européen envisage de supprimer jusqu'à 100 000 emplois dans le monde et de fermer 4 sites de production, soit près de 16% de ses effectifs. Une restructuration qui pourrait devenir la plus importante jamais engagée dans l'industrie automobile. Le groupe, qui réunit notamment Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Porsche, fait face à une accumulation de difficultés. Les droits de douane américains, le ralentissement du marché des véhicules électriques et surtout la concurrence de plus en plus agressive des constructeurs chinois. Volkswagen avait pourtant déjà conclu un accord avec les syndicats fin 2024, prévoyant 50 000 suppressions de postes en Allemagne d'ici à 2030, en échange du maintien de toutes les usines du pays jusqu'à la fin de la décennie. Les nouvelles annonces remettent aujourd'hui cet équilibre en question et font craindre une confrontation sociale d'une ampleur inédite.
moyens de paiement non européens. Les messages privés sur WhatsApp, Signal, e-message d'Apple ou Messenger doivent-ils pouvoir être analysés pour repérer des contenus pédopornographiques? C'est la question qui divise profondément l'Union européenne. Le Parlement européen a voté ce jeudi à Strasbourg en faveur d'un texte qui protège davantage les conversations privées. Les députés veulent empêcher que les messageries utilisant le chiffrement de bout en bout puissent analyser automatiquement les échanges de leurs utilisateurs. Concrètement, ce système de sécurité garantit que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Ni la plateforme ni un tiers ne sont censés y avoir accès. Jusqu'à présent, certaines plateformes pouvaient, sur la base du volontariat, détecter des images pédopornographiques ou des tentatives de manipulation sexuelle de mineurs avant de les signaler aux autorités. Mais le Parlement souhaite désormais exclure les services de messagerie les plus sécurisés de ce dispositif. Ce débat oppose deux priorités, la protection des enfants et le respect de la vie privée. Les défenseurs du texte estiment que le chiffrement ne doit pas devenir un refuge pour les criminels. A l'inverse, ses opposants redoutent qu'autoriser l'analyse des messages privés ouvre la porte à une surveillance généralisée des citoyens. Le vote extrêmement serré relance désormais les négociations avec les États membres. En attendant un accord, l'Union européenne reste dans une situation d'incertitude juridique sur la manière de lutter contre la pédocriminalité en ligne, tout en garantissant la confidentialité des communications.